Donc, on va s'intéresser en premier lieu à ce qu'on appelle la structure des solides à l'état cristallin. Donc, on verra que quand on forme un cristal, en réalité, on organise à grande échelle, attention, à l'échelle des atomes, donc à grande échelle atomique, on organise les atomes dans la matière et on formera ce qu'on appelle des cristaux. On regardera un petit peu le comportement de ce type de structure, donc de cristal, mais on considérera en première approximation que ce cristal est parfait. Ensuite, vu que dans la matière rien n'est parfait, on verra qu'il existe justement dans ces structures cristallines des défauts, et donc on en reparlera et on verra un petit peu sur quel type de propriétés ça joue. Ensuite, on ira regarder la non-organisation, c'est-à-dire cette fois-ci l'amorphie. Alors entendez dans amorphe, A, le ab latin, donc sans, et morphe, qui doit vous faire penser à la forme. Donc on verra qu'il y a des solides qui ne savent pas s'organiser en interne, donc sous forme de cristaux, et on dira dans ce cas-là qu'il n'y a pas d'organisation, qu'il n'y a pas de forme, donc que les matériaux sont amorphes. Ensuite, il existe des matériaux qui sont et amorphes et cristallins, on dira alors qu'ils seront semi-cristallins. Donc une petite référence ici, vous savez le livre de M. Fanchon, donc le chapitre 13 est intéressant sur cette partie-là. Donc, dans la structure des solides cristallins, qu'est-ce que l'on peut définir pour essayer de comprendre comment des atomes vont pouvoir s'empiler, ou des groupements d'atomes d'ailleurs, ça peut être des molécules, ça peut être des groupements ioniques, comme on l'a vu précédemment. Donc en gros, qu'est-ce que c'est qu'un cristal? Quels sont les premiers mots que l'on a besoin de définir pour comprendre ce que c'est qu'un cristal? Donc la première chose que l'on doit définir, en réalité, c'est qu'un cristal est une organisation, comme j'ai dit tout à l'heure, un ordre à grande distance, et ce, en 3 dimensions. Donc ici, je vous ai schématisé en gros une brique élémentaire, je dirais ça comme ça, une brique élémentaire qui est ici, donc sous forme d'une croix jaune, et je représente ici le rond rouge comme étant le centre de cette croix jaune. Donc si j'empile comme ça différentes croix jaunes les unes sur les autres, je vois que je peux faire une première organisation dans le plan qui est ici, mais je vois que je peux le répéter comme ça, en 3 dimensions, dans différentes directions. Je dirais donc que j'ai organisé ces différentes croix jaunes de façon propre et homogène dans différentes directions de l'espace, donc en 3 dimensions. Je vais donc créer ce qu'on appelle un ordre à grande distance. Alors on verra que pour être à grande distance, il faut qu'il y ait une répétition, ça on en avait parlé préalablement, une répétition donc de cette distance qu'il y a entre notamment les 2 centres jaunes qui sont ici, qui correspondrait un petit peu à ce qu'on avait appelé la distance d'équilibre préalablement. Donc, le problème, c'est que si je crée de l'ordre à grande distance, c'est que je vais créer de la symétrie. Vous voyez bien que si je prends par exemple la ligne qui est ici, je vais être capable de la retrouver ici. Je vais être également capable de la retrouver ici. Et pareillement, si je prends le plan qui est entre les 2 plans ici, donc le plan numéro 2, j'ai une symétrie autour de ce plan. Donc en gros, quand je vais créer de l'organisation dans la matière, je vais créer de la symétrie. Pour expliquer ce que c'est que ce problème justement de symétrie, ou du moins ce que ça va induire, on comprend que si je regarde la direction qui est ici, donc je fais une flèche pour comprendre que je peux essayer par exemple de mettre un effort dans cette direction, cette ligne où les différents croix qui sont ici sont alignées ne vont pas avoir le même comportement que si je tirais dans cette direction qui est ici. On comprend bien que l'empilement des croix qui est là n'est pas du tout le même que dans cette direction. Et je dirais même, si je choisis encore une autre direction, par exemple celle-ci, vu que les croix ne sont pas tout à fait identiques dans une direction et dans une autre, cette direction, cette direction, cette direction ne sont pas identiques dans le comportement. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Que je vais avoir une symétrie qui va me créer une différence de comportement dans les directions de sollicitation. Or, si je me souviens un petit peu de l'étymologie des mots, entre guillemets, quand je veux dire que j'ai le même comportement, je vais utiliser le mot iso, donc pour même, et le comportement ou les propriétés, c'est ce qu'on appelle le trope. Donc on va dire qu'on a une isotropie
si on a le même comportement, attention, même comportement, et là je vais le mettre en gros, dans toutes les directions, excusez-moi, je vais me mettre là parce que ça dépasse, dans toutes les directions de l'espace. Donc, si je reprends ce que je suis en train de dire là, on voit que dans cette direction, dans celle-ci, je n'ai pas la même possibilité de comportement. Je vais donc juste rajouter ici le an, et je vais dire que je suis anisotrope, je vais même le mettre en gros, histoire de bien le comprendre. Et si je suis anisotrope, j'ai donc un comportement qui n'est pas le même, je n'ai donc pas le même comportement dans toutes les directions de l'espace. Donc cette anisotropie est bien induite tout simplement par le fait que vous avez une organisation dans la matière. L'opposé, c'est en fin de compte si je veux être isotrope, c'est-à-dire être identique dans toutes les propriétés, dans toutes les directions de l'espace. Je ne peux donc pas être symétrique, je ne peux pas avoir une organisation à grande distance. De ce fait, pour ne pas avoir de symétrie, je dois être amorphe. L'inverse de l'anisotropie, bien sûr, c'est l'isotropie, c'est logique, on en a parlé préalablement. Donc si je veux être isotrope, je ne peux pas être symétrique. Dans ce cas-là, je vais chercher à ne pas organiser ma matière, et je serai donc sans amorphe, comme on l'a dit préalablement, sans forme. Et sans forme, gardez dans votre tête que ça veut dire qu'il ne peut y avoir d'ordonnancement, d'organisation, d'arrangement répétitif interne. Un synonyme de cette non-répartition ordonnancée serait un mode de répartition purement aléatoire. Donc si je répartis de façon aléatoire au hasard les différentes croix jaunes qui sont ici, j'aurai de l'amorphie, j'aurai de l'isotropie. Donc dès que l'on va créer un cristal, je vais créer de l'ordre, cet ordre va créer des directions privilégiées, ces directions me créent de l'anisotropie, je ne peux donc pas avoir les mêmes propriétés dans les différentes directions de l'espace. Voilà. Donc, si on regarde un tout petit peu plus près maintenant, je reprends ici, on a dit que la croix jaune serait le motif élémentaire que je vais m'amuser à répartir dans l'espace en 3D, et je vais représenter le centre de ce motif élémentaire avec le rond rouge qu'on a ici. Je vais donc noter maintenant une notion complémentaire, c'est-à-dire que si je représente le cœur de ces différents motifs élémentaires en 3 dimensions, c'est-à-dire que je fais disparaître le motif qui est ici, je vais voir apparaître un réseau de points en 3 dimensions. Voilà, donc ça, gardez bien dans votre tête que quand on va décrire un cristal, on va avoir besoin d'un motif, du centre, et grâce à la répartition en 3D du centre, je vais créer ce qu'on appelle un réseau. Et je vais même préciser, je vais créer un réseau cristallin. Si je zoome un petit peu sur ce réseau cristallin, je vois que je peux relier les différents centres qui sont ici. Donc je vais les relier par différents traits. Je crée donc un réseau cristallin. C'est comme si vous preniez un filet de pêche, par exemple, en 3 dimensions. Vous pourriez voir un filet comme ça, avec différents nœuds qui vont relier les différents fils que vous avez dans votre filet. Donc ce réseau cristallin, je vois qu'il a une particularité, c'est que à l'intérieur de ce réseau, je retrouve une forme qui se répète. Vous voyez ici, par exemple, on a un parallélogramme. Donc, sur la face qui est ici, j'en trouve un autre ici et un autre derrière. Donc, en gros, si maintenant je le vois en 3D, j'ai un parallépipède quelconque qui est ici, formé donc par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 centres de motifs. Donc, je vais juste le dessiner à côté. Donc, je vous retrouve ce parallépipède quelconque qui est ici, et je vois que ce parallépipède, si je le prends et que je le déplace un petit peu partout dans la structure, je suis capable de la recréer en 3 dimensions. J'ai donc un motif élémentaire représenté par son centre, et si je relie les différents centres de ces motifs, je crée un réseau, et je vois que en faisant ceci, je suis capable de trouver une forme en 3 dimensions qui, elle, se répète dans ce réseau. Je vais donc dire que cette forme en 3 dimensions qui est ici sera la maille représentative de ce réseau cristallin. C'est un petit peu comme si vous allez tricoter un pull ou autre et que vous allez garder toujours la même façon de tricoter. Vous allez dire que vous allez prendre une maille
de tricot. Et bien là c'est pareil, la matière va créer une maille qui va se répéter dans toutes les directions de l'espace et créer de façon symétrique un cristal. Donc je rappelle juste ici, c'est le centre des motifs élémentaires. Donc ne confondez pas la notion de motif, donc la croix jaune de tout à l'heure, et la notion de maille. La maille est formée par l'ensemble des centres des motifs élémentaires, et cette maille représente le plus petit élément de volume en 3 dimensions qui se répète dans le réseau cristal. Si je dessine la maille, donc ici je reprends la maille préalablement, donc ce parallélépipède que j'ai noté quelconque précédemment, bah je vois que je peux à partir d'un des centres créer 3 axes, donc que je vais appeler x, y, z ici, donc en 3 dimensions. Je peux donc dans l'espace x, y, z que je viens de créer, dire bah voilà, je suis capable de coter la dimension le long de x, coter la dimension le long de y, coter la dimension le long de z. Et je vais dire que je peux ainsi connaître des paramètres dimensionnels de la maille parallélépipédique que je viens de mettre là. Donc on va dire que le premier paramètre le long de x c'est a, le long d'y c'est b, le long de z c'est c. Donc en gros vous allez tout simplement dire que votre parallélépipède il a 3 côtés et ces côtés ils valent a, b, c. C'est tout aussi simple. Donc là on donnera des mesures par exemple en nanomètres ou en picomètres ou en angstrom, ça dépend un petit peu comment on veut les noter. Donc ça vous verrez en TD, on travaillera justement avec ces longueurs des côtés des différentes mailles. Donc pour définir un parallélépipède, j'ai besoin non pas de 3 côtés uniquement, puisqu'en réalité un parallélépipède est formé naturellement de 3 côtés, qui se répètent ici A ici, B, B, B ici, C, 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 C ici, mais j'ai également besoin de l'angularisation entre les côtés. Je vais donc avoir besoin, en plus de ces 3 paramètres de côté, de 3 paramètres angulaires. Je vais donc prendre le paramètre alpha, du plan par exemple qui est représenté ici dans YZ, je vais prendre l'angle bêta dans le plan XZ et je vais prendre l'angle gamma dans le plan XY. Je peux donc connaître maintenant les côtés de mon parallélépipède et les angles de mon parallélépipède. Connaissant ces 6 paramètres, je suis capable de dessiner la maille et quand j'ai dessiné cette maille, je n'ai plus qu'à la répéter dans toutes les directions de l'espace et reformer mon cristal. Une autre façon de représenter ceci, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les indices de Miller. Alors là, je ne sais pas si vous voyez, vous avez un petit triangle rouge, ça veut dire que dans notre formation, là je vous donne juste de l'information par rapport à ça, mais vous n'aurez pas d'exercice particulier et pas d'examen à ce niveau-là. Mais bon, sachez qu'il existe ce qu'on appelle les indices de Miller qui nous permettent en fin de compte de représenter dans le repère x, y, si je suppose que le point qui est là vaut 0, que x vaut 1, que z en ce point-là vaut 1 et que y en ce point-là vaut 1 également, donc de représenter non seulement le positionnement des différents points qui sont ici, mais également de dire, voilà, si je veux regarder le plan qui est ici, bah, je vais également lui donner des coordonnées dans le repère x, y, z, représenté comme étant 1 pour A, 1 pour B, 1 pour C. Donc en gros, alors je ne vais pas dire qu'on fait un repère orthonormé, mais il est normé au sens de la longueur le long de x que j'ai appelé A va valoir 1 ici, pareil pour B, pareil pour C. Donc si on regarde un petit peu ça, le point qui est ici sera donc noté 0, 0, 0. Ici, bah, 1, 0, 0 dans le repère normé, etc. Donc en gros, on est capable de représenter dans ce repère en 3 dimensions n'importe quel point, n'importe quel centre du motif élémentaire. Donc, naturellement, le point qui est là, bah, c'est le point qui est à A, B, C de distance, donc au point 1, 1, 1 de façon normée. De la même façon, on pourrait regarder des directions. Je vois que là, de façon vectorielle, je passe par le point 1 de y, donc je dirais que je suis en 0, 1, 0, donc je pourrais le faire pour différentes directions. Alors là, vous voyez apparaître une petite barre sur la 1, ça veut tout simplement dire que on va être sur moins 1, c'est-à-dire qu'on va avoir une pente qui est négative au niveau de cette direction. Donc je ne rentre pas dans le détail, juste pour vous dire que ça existe, et donc on va pouvoir coter comme ça aussi bien les points que les directions, que les plans. Je vois par exemple que ce plan, il passe bien par le point où je suis AC, B et A. Alors on a dit que ça valait 1, que ça valait 1, que ça valait 1. Et donc le plan passe entre ces différents points, donc sur ces différents points qui sont tous cotés à 1. Donc c'est un plan qu'on appellera 1, 1, 1 dans les indices de Miller, etc., etc.
Donc je ne m'attarde pas plus, puisque nous, dans la formation au niveau du DUT, je ne rentrerai pas dans le détail de ces indices de Miller. Voilà, donc quelques petits exemples, si vous voulez vous amuser à les retrouver. Alors, quand on va parler de réseau, quand on va parler de mailles élémentaires, on va donner des noms à ces mailles. Vous vous rappelez, on a parlé d'un parallélépipède quelconque, donc ici par exemple, je me retrouve avec un parallélépipède quelconque, donc qui est ici. J'ai bien trois côtés différents, trois angles différents. Comme j'ai trois angles différents, et que j'ai également trois côtés différents, je vais dire que j'ai trois pentes, clean, comme dans inclinaison, décliné, tri comme dans trois. Donc j'ai trois pentes, notamment dues à l'inclinaison, donc aux angles qui sont différents. J'ai donc trois pentes différentes dans un parallélépipède quelconque. Dans ce cas-là, je vais dire que cette structure est triclinique. Elle a trois pentes, trois angles différents. Donc, on va le garder ici pour celui-là. Si je me mets au niveau du quadratique, donc celui qui est ici, je vois que j'ai des angles qui sont perpendiculaires, donc j'ai tous les angles qui sont égaux à 90 degrés, et je vois que la base qui est ici est carrée. Je vais donc dire que j'ai en réalité un parallélépipède, excusez-moi, j'ai du mal à le faire, donc rectangle à base carrée. Donc on va lui donner un nom, on va l'appeler quadratique. Donc soyez pas choqués par les différents noms qu'on va donner à ces structures, on ne va pas les appeler parallélépipède rectangle, on ne va pas les appeler parallélépipède quelconque, on va leur donner des noms particuliers. Donc quadratique, gardez juste dans vos têtes que ça sera un parallélépipède rectangle dont la base va être carrée. Donc si jamais cette fois-ci je regarde un parallélépipède rectangle où tous les côtés sont parfaitement carrés, je vais obtenir naturellement un cube. Donc là c'est assez simple. La structure qui va être ici va reprendre directement le nom géométrique qui est ici, et ça sera une structure que l'on nommera cubique. Voilà, donc soyez pas choqués dans la diapo que je vais donner juste après, vous allez voir plein de noms apparaître qui peuvent être vous choquer, parce que c'est nouveau, parce que vous ne le connaissez pas, et vous connaissez plutôt les noms géométriques, mais en fin de compte, on va leur donner des noms particuliers par rapport à la description, notamment en pente, ou par rapport aux angularisations qui sont ici, et à la distance ABC. Par exemple ici, je l'appelle quadratique parce que A, B et C ne sont pas identiques, il n'y a que A et B qui peuvent être égaux, C est différent, tandis que dans le cube, j'ai bien A, B et C qui sont identiques. Voilà, donc je vais passer à la diapo d'après qui va être justement un petit peu plus explicite par rapport à ça. Si on regarde donc maintenant les différents réseaux qui existent, en suivant un petit peu ce que je viens de vous dire à l'instant en termes de logique, on retrouve bien le triclinique, donc j'ai bien trois côtés différents, A différente B différente C, avec trois angles différents entre ces côtés, surtout des angles différents de 90 degrés, je ne suis pas orthogonal entre les différentes directions, j'ai bien mon triclinique. Alors faites juste attention ici, dans la façon de présenter le tableau, vous voyez que cette colonne-là est ce qu'on appelle une structure simple. Alors, je reviendrai sur les autres colonnes à côté. Et surtout, j'attire votre attention sur le fait qu'on a 7 systèmes cristallins. Donc en gros, la matière cristalline va pouvoir organiser ces atomes ou groupements d'atomes avec 7 systèmes parallélépipédiques différents qu'on appellera des systèmes cristallins. Et dedans, vu que dans ces différents systèmes, je suis capable d'organiser la matière soit de façon simple, soit avec d'autres modes d'insertion, je peux monter au total jusqu'à 14 réseaux cristallins, qu'on appellera les réseaux de Bravais. Donc, si je reviens maintenant sur ces colonnes-là, vous voyez que la structure qui n'est créée en réalité que par le centre des motifs élémentaires au sommet des parallélépipèdes seront appelés simples. Dès que l'on va regarder la base de la structure 3D qui est créée là, et qu'on va rajouter encore le centre d'un motif au niveau du centre de la base, je dirais que la structure simple voit en plus un motif qui va se centrer sur sa base. Je dirais donc que la structure qui est ici est à base centrée. Pareillement, je suis peut-être capable de venir mettre ici au centre de la structure 3D un centre de motifs élémentaires. Donc je dirais que ma structure est centrée.
Donc un exemple, si je prends un orthorhombique, je vais l'expliquer juste après, cet orthorhombique peut être simple, il peut être à base centrée, comme il peut être centré. La dernière solution que je peux avoir, c'est je prends ici les faces de cette structure en 3D, et j'ai également le potentiel de venir insérer ici le centre d'un motif. Donc je dirais à ce moment-là que cette structure qui est ici va avoir des faces centrées. D'où l'explication simple, base centrée, centrée ou face centrée. Le monoclinique, qu'est-ce que c'est? Si on a compris, tri, c'est 3 pentes, donc triclinique. Monoclinique, c'est une seule pente. Donc qu'est-ce qu'on a? J'ai A différente B différente C, donc pour l'instant je suis identique au triclinique. Par contre, je vais avoir deux angles qui sont identiques et surtout qui sont égaux à 90 degrés. Et par contre, un troisième angle, par exemple, qui sera différent des deux premiers, surtout différent de 90 degrés. J'aurai donc une seule angularisation différenciante, une seule mono, angularisation inclinaison qui est différente, donc monoclinique. Ensuite, dès que vous allez avoir une perpendicularité au niveau des directions, vous allez être orthogonal. Je serai donc dit orthorhombique si je suis bien à 90 degrés partout, mais si mes trois distances A, B et C sont différentes. Le rhomboédrique, ça va être quoi? Vous voyez que c'est un petit peu différent de ce qui est là. Je dirais même que c'est carrément l'opposé de ce qui est ici. Si ici, les trois côtés sont différents, mais les trois angles sont égaux à 90, ici, en fin de compte, les trois côtés sont parfaitement identiques. Par contre, les angles peuvent être identiques, mais certainement pas égaux à 90 degrés. Donc en gros, vous avez une notion ici de losange à l'intérieur. Donc, les noms qui sont là, vous voyez, il y a le petit triangle rouge qui est là, ça veut dire si on a besoin d'y revenir, on vous le rappellera ou vous utilisez le cours. Je ne vous demande pas de l'apprendre par cœur. Donc, vous vous rappelez, on avait dit que dans un cristal, on avait une symétrie, une organisation. Plus vous allez avoir une égalité au niveau des distances ici A, B et C, donc c'est-à-dire de la longueur des côtés du parallélépipède, et plus vous allez avoir égalité entre les angles et surtout que vous allez être égal à 90, vous allez augmenter la quantité de symétrie au sein de la structure 3D. Donc ici, par exemple, on est dans un système qui n'est absolument pas symétrique, donc je n'ai pas de symétrie de plan ou de symétrie d'axe. Donc là, je vous donne quelques exemples à titre informatif de structures qui peuvent donc cristalliser en triclinique. Dans le monoclinique, on va augmenter petit à petit les symétries, un plan, un axe, etc. Donc qu'est-ce qu'on va se rendre compte? C'est qu'au fur et à mesure que je vais changer de système cristallin et surtout au fur et à mesure que je vais donner des égalités dans les dimensions du parallélépipède et dans l'angularisation des différents plans, je vais augmenter la capacité symétrique de cette structure en 3D. Ça veut donc dire que je vais le rendre de plus en plus symétrique et donc naturellement je vais créer à l'intérieur des directions privilégiées. Je vais donc passer ces 4 premiers systèmes cristallins pour arriver aux 3 derniers. Donc je vais avoir la structure que l'on appelle hexagonale. Donc là on voit qu'on est capable de former un système à 6 côtés. Alors en réalité, ça je le représenterai un petit peu après. Vous voyez que là-dedans, j'ai un parallélépipède que je vais répéter 3 fois. Et quand je répète ce parallélépipède 3 fois, j'obtiens un hexagone ici dans le plan supérieur. Donc en réalité, c'est vraiment une structure un peu particulière puisque je vous ai dit que normalement la maille élémentaire c'est un parallélépipède. Dans la maille qui est ici, on va utiliser 3 parallélépipèdes, donc celui qui est là, celui qui est là, celui qui est là. Et vous voyez que quand je les mets les uns contre les autres, je forme un hexagone. Donc là, cette maille contient en réalité 3 parallélépipèdes. Donc c'est un petit peu l'exception de ce tableau. Quand on parle de la maille hexagonale, on a 3 parallélépipèdes à cœur et pas qu'un seul. Donc, dans la structure hexagonale, je vais avoir A qui est égal à B, c'est-à-dire que la distance A et B sont identiques en dessous dans le parallélépipède, mais la hauteur est différente. Et pareil, au niveau de l'angularisation, entre alpha et bêta, je serai à 90 degrés, mais gamma, lui, par contre, sera à 120 degrés. Le quadratique, on en a parlé tout à l'heure, c'était un parallélépipède rectangle à base carrée, donc naturellement la même chose qu'ici, c'est-à-dire A égale B mais différent de C. Par contre, tous les angles égaux à 90. Et naturellement, la structure qui aura un maximum de symétrie sera un parallélépipède rectangle où toutes les faces seront carrées, donc naturellement un cube. Et on voit que dans les structures qui sont ici, je peux avoir des structures centrées, mais également à face centrée. Donc naturellement, comme on l'a dit précédemment, au fur et à mesure qu'on va avancer dans ce type d'organisation, je vais avoir le nombre de symétries qui va augmenter.
Donc, si je prends la structure cubique, c'est la structure où j'ai des égalités dans les différentes dimensions et surtout les trois angles égaux à 90 degrés. C'est donc là où j'aurai le maximum de symétrie planaire et axiale. Je rappelle juste ici, hein, faites attention, quand on parle d'organisation, quand on parle de symétrie, je crée de l'ordre, bien sûr, mais cet ordre induit l'anisotropie des cristaux. Alors c'est là où il va falloir se poser la question, c'est que si je prends à une échelle macroscopique, vous vous rappelez qu'on avait dit que un matériau, si je peux le regarder et que je veux le caractériser d'un point de vue mécanique, je vais prendre des petits échantillons, plusieurs millimètres carrés. Bah là, je pense que vous avez compris que ce petit cristal qui est là, il a de la dimension des atomes ou de quelques atomes, donc on est plutôt à l'échelle nanoscopique. Donc on est dans ce que j'avais appelé le microscopique, c'est-à-dire en dessous du micron. Maintenant, la question qu'on pourrait se poser, c'est quand je tire par exemple sur un alliage d'aluminium ou un acier, bah, j'ai pas la sensation que quand je tire dans différentes directions, j'ai pas les mêmes propriétés. Au contraire, j'ai les mêmes propriétés généralement. Ça veut donc dire quoi? Que quand je vais créer des cristaux, ces cristaux, eux, sont anisotropes, à cœur de la matière, mais quand je vais créer plusieurs cristaux, je vais répartir ces cristaux de façon aléatoire dans la matière, et c'est cette répartition aléatoire dans la matière qui va me créer l'isotropie macroscopique. Alors je vais le redire différemment. Si vous faites un mur à partir de briques ou de pierres, je pense que vous comprenez bien que le mur n'aura pas les mêmes propriétés que la brique initiale que vous avez utilisée ou la pierre. Encore plus si vous organisez les briques et les pierres de façon purement aléatoire. Imaginons que les briques ont des propriétés de type cristalline, donc ma brique va avoir en gros une tendance à être anisotrope, mais si je mets mes briques de façon complètement aléatoire dans mon mur, quand je vais tirer sur ce mur, vu que les briques, elles, sont aléatoires, rappelez-vous, aléatoire, ça veut dire amorphe, et amorphe, ça veut dire isotrope. Donc, si je fais un mur avec des briques qui sont mis aléatoirement et que ces briques c'était des cristaux, j'aurai bien un comportement isotrope, alors que la brique cristalline, elle, est anisotrope. Ça veut donc dire que quand vous tirez sur un matériau, par exemple de l'acier ou un alliage d'aluminium, comme je l'ai dit préalablement, vous avez la sensation qu'à grande échelle, donc macroscopique, il a un comportement isotrope, mais si vous regardiez à l'échelle des briques élémentaires, vous auriez en réalité un comportement anisotrope. Donc faites attention à l'échelle à laquelle on regarde les propriétés mécaniques. Il reste tout de même à définir une chose, à savoir, c'est quoi le motif? Donc on a compris, un motif ça va être un élément de base, cet élément de base je vais prendre son centre, de l'ensemble des centres de ces éléments de base qui sont empilés je forme un réseau, et dans ce réseau je trouve le volume parallélépipédique que j'appelle la maille. Mais le motif c'est quoi? Et bien en réalité on va utiliser un peu comme on l'avait fait pour l'atome, un modèle simple, on va dire qu'un motif, peu importe ce que c'est, peu importe en fin de compte de quoi c'est composé, je vais considérer que c'est une sphère. Donc je vais garder la théorie des sphères dures et des sphères rigides, et je vais dire, voilà, dans une boule, la boule qui est ici, que je vais appeler un motif, donc là faites attention, hein, je l'ai représenté très petit, hein, il serait beaucoup plus gros que ça, dans cette boule, j'y mets ce que je veux, un atome, un groupement d'atomes ou autre. C'est comme si vous disiez, voilà, moi quand je vois une forme, eh ben, pour simplifier les calculs, je vais dire, c'est une sphère. On sait bien que c'est pas vrai, mais ça sera une façon de simplifier les calculs et ça marchera plutôt bien. Donc si je me mets par exemple dans un réseau cubique à face centrée, donc je vous rappelle on a un cube hein, ici, donc on a l'ensemble des motifs au sommet du cube et on a des motifs qui sont positionnés et centrés au niveau des faces. Donc maintenant la question qu'on se pose c'est qu'est-ce qu'il y a dans cette boule? Et bien voilà, si jamais j'ai une liaison de type métallique, je vais avoir ma boule qui vaut un atome, par exemple un atome de cuivre. Donc je pourrais avoir du cuivre pur, le cuivre pur a cette structure cristalline cubique à face centrée, et ma boule serait une boule atomique. Si maintenant je regarde un groupement de type ionique, vous vous rappelez, on avait parlé du chlorure de sodium, donc du Na+, Cl-, qui formait donc une liaison de type ionique, donc là on a notre chlorure, et ici on a notre cation sodium, et bien on va dire que la boule qui est ici, en réalité, c'est tout ce regroupement-là. C'est comme si je disais, en fin de compte, voilà, moi je décide de dire que le groupement qui est ici, ce n'est pas deux boules, mais en réalité ce n'est qu'une seule et unique boule dont le diamètre vaut la somme des diamètres de ces deux boules. On voit bien que là il y a l'espace vide, donc c'est pas tout à fait juste, mais bon, tant pis, on va dire que la boule qui est ici représente les deux qui sont ici. Et si on regarde maintenant ce qui pourrait se passer d'un point de vue covalent, eh ben c'est un peu la même chose. Je vais dire que si je prends ici par exemple
l'écriture du SiO2, donc de la silice, bah, je vais me poser la question de dire, bah, si tout ça, ça représente un motif que je veux répéter dans l'espace, bah, je vais simplement dire que ce motif, je le remplace par une seule et unique sphère, et cette sphère sera donc le motif qui va se répéter ici dans le cube à face centrée. Donc gardez juste dans vos têtes que on va toujours travailler avec la théorie des sphères dures ou du modèle de la sphère, et peu importe ce que contient cette sphère, ça sera toujours une seule et unique sphère avec un diamètre bien donné que je vais pouvoir empiler dans ma structure de type maille ici qui représente mon réseau de Bravais. Donc si on regarde un tout petit peu plus près, je vais passer à la diapo d'après pour ça, je vais donc avoir sur ce cube, bah, si c'est du cuivre, on sait que la sphère, ça vaut l'atome. Donc on a dit que l'atome on représentait sous une sphère également, donc il n'y a pas de problème. Maintenant par contre, si j'empile un cubique à face centrée à partir d'une boule qui est un Na plus Cl-, bah, je vois que je n'ai pas tout à fait le même visage que ce qui est à gauche, mais tout ça, je dis que c'est encore une sphère, même si en réalité ça ne l'est pas. Pareil pour le CO2, donc là je suis dans la covalence. En réalité, au sommet, j'aurai bien ce motif qui se répète, et au centre, ce motif complet qui se répète. Alors là, il faut faire attention à l'échelle, hein, parce que je l'ai représenté avec des motifs extrêmement petits. C'est juste histoire de pouvoir visualiser ce que ça donnerait si on positionne les motifs au sommet du cube et au centre du cube. Juste histoire de comprendre que je parle du cuivre pur, que je parle du chlorure de sodium. En fait, attention, c'est pas NaCl, hein, c'est Na plus Cl- ici qu'il faut lire. Mais donc c'est juste pour dire que j'ai un atome Na et Cl qui pourrait être positionné ici. Et ici, j'ai du SiO2. Ils sont tous cubiques à face centrée, mais ce n'est pas la même chose que je retrouve dans la sphère que j'aurai au sommet ou la sphère que j'aurai au centre. Et surtout, ce n'est pas la même liaison en interne. Alors si on zoome maintenant et qu'on essaie de structurer la chose d'un point de vue un peu plus réaliste, c'est-à-dire bah, qu'est-ce qui se passe si je regarde le cuivre à la bonne échelle, le Na plus Cl- à la bonne échelle et le SiO2 à la bonne échelle, bah, je vais obtenir ceci, c'est-à-dire que mon cuivre va donc avoir un système où l'ensemble des atomes sont bien répartis et on a la sensation ici qu'ils sont donc au contact, et naturellement quand je vais prendre le Na plus Cl-, donc de type liaison ionique, je vais retrouver le cristal de sel dont on avait parlé préalablement lors des liaisons dans le chapitre 1. Au niveau du SiO2, donc de la silice, je vais avoir la même chose. Donc là, vous voyez qu'il manque des petites choses qui seraient à droite. Par exemple, ici, il manquerait un Na+. Il ne manque pas en réalité, c'est que je ne représente que ce qui appartient à mon cube. Là, ça va être pareil. On a la sensation qu'il manque des choses ici. Pas du tout, c'est tout simplement, je ne représente que les atomes qui appartiennent à mon cube à face centrée. Donc gardez juste dans votre tête que quand je vais reprendre ce genre de choses, quand je vais le redécaler sur la droite ou sur la gauche, je vais retrouver un schéma qui va se répéter à l'infini. Et donc je suis capable de créer un cristal à partir de cette maille élémentaire. Donc gardez juste dans la tête que si je reprends la théorie des sphères dures, donc de la boule, je mets ce que je veux dans cette boule, mais la réalité, bien sûr, ce n'est pas qu'une seule et unique sphère, c'est autre chose, puisque cette sphère peut être faite en interne par un groupement atomique. Alors on va s'intéresser ici plus particulièrement à la liaison métallique, donc on va se placer dans un discours qui concerne les métaux et on va regarder les structures solides donc des différents métaux. Donc là par exemple dans la structure cubique centrée dont on a parlé préalablement, on voit qu'on peut avoir du fer, donc Fe c'est pour du fer, du chrome, du molybdène, du tungstène ou du titane, qui vont cristalliser dans ce qu'on appelle le réseau cubique centré. Si je prends le réseau cubique à face centrée, je vois que le cuivre, par exemple, l'aluminium, le nickel, peuvent cristalliser, d'ailleurs vont cristalliser dans cette structure cubique à face centrée. Et je retrouve encore le fer. Vous vous rappelez, on a dit tout à l'heure, le fer peut être cubique à face centrée avec son carbone, ou il peut être cubique centré avec son carbone. Et on voit bien que j'ai du fer ici, tiens d'ailleurs j'en ai même un deuxième, étonnant, et j'ai un troisième fer ici, donc avec un changement de structure. On va en reparler juste après. Ensuite, si je prends un hexagonal compact, on voit par exemple que le beryllium, le magnésium, le zinc et le titane, de nouveau ici, peut prendre une structure hexagonale compacte. Donc ce titane, je viens de le doubler, j'ai du titane alpha et du titane bêta. Ça veut donc dire quoi? Que la matière, elle a, pour certaines structures atomiques, la possibilité, quand vous allez la chauffer, de changer de forme. C'est-à-dire que très souvent, dans nos têtes, on va se dire, voilà, quand je chauffe
un matériau, il va passer d'état solide à l'état liquide. Et bien pas du tout. On peut avoir certains matériaux qui vont le faire, c'est par exemple le cas du cuivre pur, vous allez le chauffer et hop, il va fondre, l'aluminium, le nickel pur aussi. Et bien le cas du fer et du titane, c'est pas ça. On voit par exemple que le fer, à l'état ambiant, c'est-à-dire en dessous de 910 degrés, donc là je vais juste le noter ici, donc si je prends le fer alpha, on est en dessous de 910 degrés Celsius. Bien sûr, il n'a pas voulu noter le chiffre, donc on va juste le remettre. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la ferrite de type alpha. Vous vous rappelez, on avait dit qu'un cube centré, c'est de la ferrite pour le fer. Donc en dessous de 910 degrés, je vais retrouver ma ferrite de type alpha, donc du Fe alpha. Entre 910 et à peu près 1400 degrés, vous allez trouver du fer que l'on va appeler gamma. On avait dit que le fer de type structure cubique à face centrée, c'était de l'austénite. Donc ici, je vais marquer que c'est un matériau qu'on appelle de l'austénite dans cette structure-là. Donc vous voyez qu'on l'a noté ici avec un gamma. D'accord? Donc ne confondez pas ici le Fe alpha avec l'austénite qui est du Fe gamma. Et au-delà de ces 1400 degrés à peu près ici, je vais retrouver à cet endroit-là de nouveau du fer sous forme cubique centrée. Donc la question qu'on pourrait se poser ici, c'est de se dire, voilà, si j'ai la possibilité de changer de structure au fur et à mesure que je chauffe la matière, c'est qu'elle est donc en train tout simplement de changer de forme. Vous vous rappelez le mot forme, on avait dit que c'était morphe, donc je peux avoir plusieurs formes au niveau du fer. Je vais parler donc de polymorphisme, ou un autre nom peut-être un petit peu moins évident à comprendre ici, allotrope. Donc c'est ce qu'on appelle de l'allotropie, et donc le fer est un matériau allotrope. Donc, vu qu'ici j'ai du Fe, que j'ai noté alpha, et du Fe que j'appelle delta, mais qui est cubique centré, en fin de compte, ces deux fers s'appellent de la même façon, ils s'appellent ferrites. Donc c'était ce qu'on avait dit tout à l'heure, un cube centré avec du carbone, c'est ce qu'on appelle de la ferrite, alors qu'un cube à face centrée avec du carbone, c'est ce qu'on appelle de l'austénite. Donc faites attention, on en verra ça au semestre 2, mais la ferrite, il y en a deux types, il y a de la ferrite alpha et de la ferrite delta. En gros, je répète ça, le fer à température ambiante est cubique centré, vous le chauffez, et le bonhomme il n'a pas envie du tout de se détruire, il n'a pas envie de fondre, il va devenir cubique à face centrée, vous continuez à chauffer, vous espérez le tuer, toujours pas, il tient bon, et il redevient cubique centré. Bon, au bout d'un certain temps, il en a marre, et il va complètement se liquéfier. Ça serait la même chose ici pour le titane, vous avez un titane qui est soit hexagonal compact, soit cubique centré, donc le titane est également polymorphe ou allotrope. Si on On va s'intéresser maintenant au comportement de la structure cristalline parfaite, c'est-à-dire on va considérer un cristal sans problème, tout va bien, l'architecture se répète à l'infini, on n'a vraiment aucun souci, et on verra dans la partie numéro 3 qu'il existe des défauts, et donc on verra ce que ça va impliquer en termes de changement de comportement de la structure cristalline, donc cette fois-ci non parfaite. Vous vous rappelez, on avait défini les systèmes de glissement qu'on avait noté SG, et on avait dit qu'un système de glissement, c'était en fin de compte dans un plan de haute densité, là où il y a un maximum d'atomes qui se touchent, on va pouvoir avoir le long de lignes de contact des glissements interatomiques. Donc, pour rappel également, la ductilité étant la capacité du matériau à se déformer plastiquement, plus vous aurez des systèmes de glissement, c'est-à-dire plus vous aurez du contact et plus vous aurez des lignes denses et des plans denses, plus vous pourrez vous déformer plastiquement. Inversement, bien sûr, si vous avez peu de systèmes de glissement, vous serez fragile. Alors attention, je restreins ce que je suis en train de dire au fait de, tout simplement, de dire que la liaison permet le glissement. Donc en gros, c'est si et seulement si, donc ça c'est vraiment important, la liaison, donc ça il faut le marquer ici, permet le glissement. Alors, vous vous rappelez, on avait vu que dans les trois liaisons interatomiques, seule la liaison métallique permet le glissement. Ça veut dire que ce que je dis là, la ductilité augmente avec le système de glissement, ce n'est vrai que dans le cas de la liaison interatomique, des matériaux de type métallique et certainement pas des liaisons de type ionique et covalent. Donc faites attention quand on parle de ça, les systèmes de glissement permettent la capacité plastique, oui, seulement si la liaison le permet. Donc, dans le cas justement
des systèmes cristallins de type, par exemple ici, cubique à face centrée ou hexagonal compact ici, bah, je vois que le plan qui est ici, hein, qu'on avait appelé le plan A d'empilement, c'est un système dense, donc je peux glisser facilement dans ce plan. Dans le cas d'un hexagonal compact, le plan où j'ai le plus de contacts, qui est encore un plan de type A, c'est le plan de la base qui est ici, que vous retrouvez naturellement au-dessus. Dans le cubique centré cette fois-ci, bah, c'est le plan qui est là, donc à 45 degrés, et qui relie les sommets et le centre. Oui, pourquoi? Parce qu'on sait que c'est dans la diagonale intérieure que ça va se toucher, alors que dans le cubique à face centrée, c'est sur la diagonale de la face que les atomes se touchent. Donc gardez dans votre tête que plus le plan est dense, plus je peux glisser, et donc plus j'ai un grand nombre de systèmes de glissement. J'ai un autre système de glissement ici, alors qui n'est pas du tout le même que celui-là, qui est moins bon que le plan A du système hexagonal compact. Donc en gros, j'ai des systèmes de glissement qui sont, on va dire, entre guillemets, parfaits dans chacune de ces trois structures, mais je peux avoir d'autres systèmes de glissement qu'on pourrait appeler secondaires ici, qui pourraient être peut-être moins bons que les systèmes de glissement qui sont ici. Donc c'est ce qu'on va avoir ici, par exemple, hein, donc d'autres types de plans qui peuvent permettre des glissements, mais qui seraient moins bons que les plans précédents. Donc en gros, ça veut dire quoi? Que dans la matière, au niveau des cristaux, partout où j'ai des contacts possibles, la matière va pouvoir en réalité créer une espèce de ricochet de déplacement atomique, hein, j'appellerais ça comme ça, donc un glissement. Gardez dans votre tête, le glissement, c'est des plans denses et des directions de contact. Donc je ne rentre pas dans le détail, sachez simplement que ce que ça veut dire ici, c'est que quand vous allez tirer dans la matière, hein, c'est un petit peu ce qu'on avait dit préalablement, donc je me remets par exemple ici, si jamais j'avais créé une force à ce niveau-là, c'est-à-dire je viens tirer ma matière ici, ben en réalité vous n'allez pas la déformer dans cette direction, vous allez choisir la direction qui est oblique ici, tout simplement parce que les atomes sont en contact dans ces directions-là. Là, ça serait pareil, hein, si je viens vouloir tirer sur ce genre de plan, ben en réalité c'est cette direction qui va être sollicitée. Alors naturellement, hein, je pourrais être beaucoup plus simple et dire voilà, ben si je viens tirer sur ce cristal ici, ben je vais avoir un glissement parfait qui va se mettre en place. Voilà, donc juste pour vous dire que quand vous allez créer une force extérieure à la matière, et si je me positionne sur un cristal, en fonction de l'orientation bien sûr de ce vecteur force, attention, la matière, elle va chercher le meilleur glissement potentiel. Donc si elle ne peut pas activer un de ces plans-là, elle viendra activer un autre des plans dans la structure qui la concerne, et ce plan sera le plan de meilleur glissement par rapport à la force exercée, et donc qui permet le meilleur glissement interatomique. Alors, qu'est-ce que ça engendre dans la matière? Bah, typiquement, hein, imaginons que je suis en train de tirer sur ce matériau, donc là j'imagine que c'est un monocristal, j'imagine que je viens exercer une force ici, donc je serai encastré en ce bout-là. Qu'est-ce qu'on vient de dire? Je tire sur ce cristal, le cristal qui est ici va chercher à glisser dans les directions principales les plus aisées, c'est-à-dire celles où j'ai le plus de contact et le plus de densité, et donc le plus de facilité de glissement par rapport à cette force-là, et je pourrais engendrer par exemple un glissement dans cette direction. Ça, c'est ce qu'on va appeler donc des bandes de glissement, et on voit qu'une marge de glissement qui est ici est à peu près de l'ordre de 200 nanomètres, et que la distance inter-bande de glissement est de l'ordre à peu près de 20 nanomètres dans l'exemple du monocristal qui est donné ici. Donc, si je le regardais à une échelle d'une éprouvette monocristalline, attention, hein, là je dis que ça c'est un seul et unique monocristal, donc je n'ai pas créé un mur avec plusieurs briques, j'ai en réalité une seule et unique brique que je suis en train de regarder. Et bien il se passerait la même façon, je vais venir tirer sur mon matériau, donc je vais exprimer une certaine contrainte, donc une force sur la section qui est ici, hein, donc la section circulaire qui est ici, donc le disque qui est ici, bah je vais tirer sur mon matériau perpendiculairement à cette section, mais le matériau, lui, va motiver un ensemble d'atomes dans la direction qui peut glisser au mieux par rapport à cette force ou cette contrainte, et je vais donc engendrer un glissement. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que l'on ait en tête. Quand vous exercez, par exemple, un effort de traction à l'extérieur d'un matériau, on a la sensation que le matériau se déforme dans le sens collinaire à cette force. Et bien en réalité, si on prenait la notion du mur, c'est-à-dire que je fabrique un mur avec plein de cristaux comme ça, en réalité, l'ensemble des cristaux vont engendrer des glissements, donc je dirais des cisaillements internes, face à la force extérieure exercée sur le mur qui, elle, est de type traction. Donc en réalité, la matière est toujours en train de glisser, donc de se cisailler au niveau de ces cristaux. Voilà, donc ça c'est une notion qui est importante, hein, même si je tire à l'extérieur avec une force perpendiculaire, dans les cristaux, je vais toujours engendrer un cisaillement, donc
un glissement qui ne sera pas fatalement dans la direction de la force extérieure que vous êtes en train d'appliquer. Alors tout ce qu'on vient de dire là, c'est bien joli, ça considère surtout des matériaux avec des structures cristallines parfaites, et donc si on ne regardait le comportement ductile et fragile qu'en fonction des systèmes de glissement, sans tenir compte de la réalité, c'est-à-dire du présentiel de défaut, on dirait quelque part n'importe quoi, car le cas de la structure cristalline parfaite est un cas génériquement, théoriquement faux. Alors on a des cristaux qui peuvent tendre vers la cristallinité pure et propre, mais ce n'est pas le cas générique. Donc en réalité, il existe des défauts dans la matière, et ces défauts peuvent être à différentes échelles, différentes dimensions. Donc là, je parlerai de dimension du défaut, que l'on notera D, et on a différentes dimensions au niveau de ces défauts. Donc si je considère par exemple un défaut de type atomique, c'est-à-dire à l'échelle de l'atome, je considère que c'est un point, je dirais que c'est un défaut de dimension 0. Donc gardez dans votre tête que dès que je vais parler de dimension 0, donc ça on le marquera directement, c'est équivalent à un point. Dès que je vais parler de dimension 1, je dirais que je suis à l'échelle linéaire, c'est-à-dire que je vais regarder un groupement atomique par exemple aligné, donc je serai en gros du défaut linéaire. Si je prends maintenant une surface, je serai donc de dimension 2 et je serai donc surfacique. Donc dès que je vais changer de dimension, donc je rajoute ici une dimension, et après je parlerai de défaut de dimension 3 cette fois-ci, et donc naturellement, si j'ai 3 dimensions, je serai de type volumique. Donc en gros, il existe 4 types de défauts en fonction de la dimension qu'on est en train de regarder. Est-ce que je suis à l'échelle du point, donc ce que j'appelle l'atome, c'est 0. Un groupement d'atomes aligné, je suis de type 1. Est-ce que j'ai une surface atomique, je suis de dimension 2. Et est-ce que je suis en train de regarder un volume, je serai plutôt de dimension 3. On va donc commencer par la dimension 0, donc je vais regarder la dimension qu'on appelle ressemblant à celle d'un point, donc d'un atome. Et les dimensions 0, les défauts que l'on va retrouver à l'échelle de l'atome, c'est ce qu'on va appeler la lacune, donc une absence d'atome, ou un surplus d'atomes, c'est-à-dire un atome qui va se situer dans un endroit, un vide, et il n'aurait pas dû être à cette place-là, et donc également une impureté, c'est-à-dire un atome qui n'a aucun rapport avec l'atome principal de la structure. Alors ces défauts qui sont à l'échelle de l'atome vont influencer le cristal entier, donc comme vous allez jouer sur les propriétés du cristal, donc de la brique qui nous sert à faire le mur, vous allez engendrer automatiquement des variations de propriétés à l'échelle du mur, donc macroscopique. Donc même à la plus petite échelle qui existe, c'est-à-dire à la dimension de l'atome, la brique va être impactée, donc le mur, qui a été fabriqué à l'aide de cette brique, a également potentiellement la possibilité de voir ses propriétés changer. Alors aussi bien d'un point de vue mécanique que physique ou chimique, par exemple la conductivité électrique. Alors on va le détailler un tout petit peu plus ici. Donc là je vois que j'ai dessiné un réseau d'atomes, donc je regarde que le plan, donc je fais une coupe, et je vois par exemple ici qu'il manque un atome à cet emplacement-là. J'ai bien ce qu'on appelle un espace lacunaire. Une lacune, donc c'est un manque, et c'est un manque ici atomique. Alors la lacune, c'est intéressant parce qu'elle permet un mouvement constant atomique. En gros, on parlera de diffusion à l'état solide des matériaux de type métallique par exemple. Donc là on va être par exemple dans un cristal de type métallique. Alors le gros intérêt de ces lacunes, c'est que justement, puisqu'on a la possibilité de diffuser la matière à l'état solide, on peut créer ce qu'on appelle l'homogénéisation cristalline et donc la transformation de phase. Alors ça, on va essayer de le comprendre. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça, cette espèce de charabia? Je vois par exemple que ceci, alors je ne sais pas si vous connaissez le jeu, le puzzle qui s'appelle le taquin. Alors le taquin, c'est tout simplement un puzzle dans lequel vous avez des pièces qui sont mélangées et il n'y a qu'un seul endroit où il y a un trou. Et ce trou me permet de bouger à tout moment le petit morceau du puzzle qui est là, je peux venir le déplacer ici et donc reconstruire une structure. Donc si je le déplace là, je vois que cette fois-ci je remplis cet espace qui était vide et de fait, l'espace qui est ici va se vider et donc j'ai déplacé le vide
de la gauche vers la droite parce que j'ai déplacé la matière pleine ici à l'échelle de l'atome de la droite vers la gauche. Et je vais donc pouvoir comme ça faire un jeu de taquin, c'est-à-dire déplacer les vides à l'intérieur de la structure qui est pleine. Et c'est ça qui nous permet l'homogénéisation. Bah, typiquement, si par exemple j'ai une concentration d'atomes ici qui est trop forte, bah, c'est un petit peu comme si on prend la diffusion qui va exister dans un liquide. Bah, si vous êtes trop concentré d'un côté et moins de l'autre, bah, vous allez avoir un échange qui va se mettre en place entre les zones de concentration différentes et vous allez avoir une mobilité au sein de cette solution liquide. Et bien là, c'est ce qui est intéressant à l'état solide. Je vous rappelle que dans l'état solide, il y a de la vibration. On n'est pas au 0 Kelvin quand on considère la matière à l'état ambiant, par exemple. Donc, les atomes ont le droit de se déplacer au sein de la matière solide. Et bien, ce déplacement, c'est bien une diffusion à l'état solide. Et vous vous rappelez, on avait parlé de fer alpha, de fer gamma, de fer delta. Et bien, si j'agite un petit peu cette matière, c'est-à-dire si je lui donne de l'énergie, je vais pouvoir faire bouger mes atomes en interne. Et bien, ce mouvement interatomique au sein du cristal peut créer la transformation de phase à l'état solide et donc passer d'un état cubique centré, par exemple, à un état cubique à phase centrée. Donc, ce défaut qui est à l'échelle de l'atome est un défaut qui est très intéressant parce qu'il permet justement la mise en mouvement des atomes. Sans ce défaut, les atomes ne peuvent pas bouger puisque la matière aurait aucun espace vide à l'échelle de l'atome principal. Donc, plus vous allez augmenter la température, plus vous allez augmenter le nombre d'espaces vides, puisque l'agitation thermique va créer des espaces vides, et donc plus vous allez créer l'agitation possible. Alors bien sûr, le summum du summum, c'est quoi? Plus vous allez agiter la matière, plus il y aura de vide, et plus il y aura un risque de changer d'état, c'est-à-dire passer d'état solide à l'état liquide. Donc juste pour information, quand on se rapproche de la température de fusion, on est capable d'obtenir à peu près 0,01% de la QI. Ça paraît très très peu, mais c'est suffisant justement pour décrocher aux alentours les atomes les uns des autres et donc passer à l'état liquide. La notion de surplus d'atomes, c'est quoi ici? Je me rends compte que là, j'ai un réseau cristallin donné et ce réseau cristallin donné voit localement un atome qui n'a rien à faire là et la présence de cet atome ici, qu'on va appeler auto-interstitiel, parce qu'il va remplir un vide alors qu'il ne devrait pas être là, va distordre le réseau. Alors je vais juste revenir un tout petit peu avant, parce que là je ne l'ai pas vraiment bien dessiné. Je vais le dessiner un tout petit peu différemment. L'espace vide qui est ici va impliquer que les atomes qui sont là sont en manque de liaison, c'est-à-dire qu'ici il n'y a pas de liaison. Donc en réalité, si je le dessine un tout petit peu différemment, donc l'atome qui est ici, vu qu'il y a du vide, il va avoir tendance à vouloir légèrement se décaler sur la droite, celui qui est ici légèrement vers l'intérieur, celui qui est là légèrement sur la gauche et celui qui est là légèrement vers l'intérieur. En gros, ce que je suis en train de vouloir dire, c'est quand vous allez avoir un espace vide, les atomes vont se décaler très légèrement. Donc en gros, cet atome, il ne serait pas là, il serait plutôt par ici. Celui-là, il ne serait pas là, il serait plutôt par ici. Voilà, celui qui est là, il serait plutôt par ici. Donc je pense que vous avez compris. Là, je vais le former ici. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Le réseau qui logiquement devrait être parfaitement linéaire ici, parfaitement horizontal ici. Donc là, je devrais avoir des jolies verticales et ici des jolies horizontales. Mais en réalité, si ici je suis parfaitement droit, et au fur et à mesure que je vais me rapprocher de la lacune, je me rends compte en réalité que je vais avoir tendance à distordre le réseau et donc à le rendre oblique localement. C'est-à-dire que là, je vais avoir mon réseau qui va légèrement se déformer. La même chose ici, mon réseau va avoir tendance à vouloir se déformer ici, et ici, bien sûr, mon réseau va vouloir tendance à se déformer à ce niveau-là. Pareillement ici, pareillement ici, mes lignes ne seront plus du tout horizontales, et j'aurai une distorsion du réseau à ce niveau-là. Conclusion, ça veut dire que là, localement, j'ai déformé la structure du réseau, et cette déformation va m'empêcher un glissement parfait autour de cette zone-là. Ça veut dire que même à l'échelle donc de l'atome, vous allez avoir une distorsion du réseau. Conclusion, vous allez changer le glissement. Or, on a dit que les glissements interatomiques permettaient notamment la ductilité. Et bien, de fait, vous allez modifier localement la ductilité du système parce que vous avez modifié le glissement. Donc, c'est ce que l'on voit dans le cas juste après, de la même façon ici. Vu que l'atome qui est là va venir distordre le réseau va légèrement gonfler à cet endroit-là, donc il va se distordre comme ça. Pareillement
ici. Alors je vais le refaire parce qu'il est moche quand même. Je vais le refaire ici. Donc je vais avoir une distorsion à ce niveau-là. Plutôt comme ça. Là, pareillement à ce niveau-là. Identiquement ici. Alors je ne le dessine pas, bon, quoique si, allez, on va le faire pareil ici. Donc je vais me distordre. Et ici, je vais avoir la même chose, je vais avoir une distorsion du réseau. Donc localement, je vois que les glissements ne sont plus du tout collinéaires ici. Je vais avoir une espèce de blocage au niveau de cette zone. Hein. J'appellerais ça une zone de concentration de contrainte, en fin de compte. On pourra en reparler après au niveau du comportement mécanique. Et cette zone-là m'empêche de glisser parfaitement, donc me change ma ductilité. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'auto-interstitiel. Et si on prend l'autre type de surplus d'atomes, c'est un atome étranger. Donc là, vous voyez qu'on a un atome. On va voir, par exemple, un atome étranger qui va venir. Vous vous rappelez, on avait dit qu'on peut faire des alliages en mélangeant les atomes entre eux. Alors, l'alliage dont je vous avais parlé préalablement, c'était par exemple du fer et du carbone, et on avait dit que le carbone étant petit, j'allais le mettre dans un site interstitiel, donc un site vide. Je dirais donc dans ce cas-là que quand je mets un atome étranger dans un site interstitiel, un vide, je ferai ce que j'appelle une insertion. Donc l'insertion, c'est quand je me mets dans un site interstitiel. La substitution atomique, c'est ce que j'aurai par exemple ici, c'est que je vais remplacer un atome du réseau par un atome qui est proche en termes de diamètre, ici par exemple, et je vais donc le substituer, typiquement. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait retrouver par exemple avec des atomes de diamètre identiques. Si je prends l'aluminium par exemple et du cuivre, ils auront tendance à vouloir comme ça se substituer parce que les deux atomes, ils n'ont pas le même diamètre naturellement parce que ce sont des atomes différents, mais ils n'ont pas des diamètres qui sont si différents que ça. Donc quand on parle de substitution, je vais venir changer un atome principal du réseau en y mettant un atome qui n'est pas très très loin en termes de diamètre. Donc gardez dans votre tête que dès que je vais rajouter un atome en surplus, donc le même type d'atome ou un atome étranger quel qu'il soit, je vais distordre le réseau et cette distorsion va bloquer le système de glissement. Je ne sais pas si vous savez, mais si vous prenez de l'aluminium pur, par exemple, prenez de l'aluminium classique, c'est un matériau qui est mou, qui se déforme terriblement. Et bien, si vous prenez un aluminium avec du cuivre, donc vous allez mélanger dans l'aluminium et donc faire un alliage d'aluminium, ce qu'on appelle la série 2000, qui est utilisée notamment dans l'aéronautique au niveau des extrados et des intrados, par exemple, on pourrait avoir une distorsion mécanique locale, et comme on va avoir énormément d'atomes qui vont bloquer, et bien vous allez avoir un aluminium qui va se durcir, et donc qui mécaniquement va pouvoir être utilisé dans les structures mécaniques. Voilà, donc gardez dans votre tête que même à l'échelle de l'atome, je peux transformer, modifier les propriétés du cristal, je modifie l'échelle donc de ma brique, et conclusion, le mur que je vais former à partir de ces briques va durcir à cause tout simplement de ces surplus d'atomes. Donc ça, c'était les défauts de dimension 0. On va changer maintenant de dimension. Je vais prendre cette fois-ci une ligne atomique, donc une dimension 1, et on appellera des défauts de dimension 1 des dislocations. Alors là, je vais donc arriver à cette notion de glissement dont on parlait préalablement. Vous vous rappelez, je me remets ici et je vais dire, voilà, je vais engendrer un glissement le long de cette ligne, par exemple. Ou alors, je pourrais dire, je vais engendrer un glissement le long de cette ligne également ici. Je vois que là, je suis bien le long d'une ligne atomique, j'ai bien un glissement de dimension 1, et je vais donc avoir possibilité de créer une modification dans cette ligne. Et dès que je vais créer une modification à l'échelle de la ligne, c'est ce qu'on avait dit, je vais avoir un défaut de dimension 1. Et le glissement atomique, c'est ce qu'on appelle la dislocation. Et cette dislocation est très très importante puisqu'elle génère la plasticité, la déformation plastique. Donc, on aura un à-coup sur les propriétés mécaniques, notamment la ductilité, et également une propriété qu'on appelle la capacité à s'opposer à la propagation des fissures, qu'on appelle la ténacité. Alors, une autre définition de la ténacité, c'est la capacité du matériau à absorber de l'énergie avant rupture. Donc, j'ai juste noté cette notion-là, histoire qu'on la voit écrite au moins une fois. Donc, la ténacité, c'est la capacité du matériau à absorber de l'énergie jusqu'à sa rupture. Et la deuxième définition, c'est la capacité du matériau à s'opposer à la propagation
des fissures. Donc, vu que la ductilité est due à la mobilité atomique, or la mobilité atomique c'est un glissement le long de directions denses dans des plans denses, c'est bien une dimension 1, donc la dislocation exprime ce mouvement atomique le long de lignes denses d'atomes. Et donc ça va jouer naturellement sur des capacités importantes qui sont ici. Donc la ténacité, typiquement, c'est quand vous allez prendre un matériau et que vous allez le monter à l'impact, donc vous allez le choquer par exemple, il va absorber plus ou moins d'énergie avant de casser, et on va exprimer ainsi sa capacité à absorber de l'énergie, donc sa ténacité. Alors le nom exact de la ténacité à l'impact, c'est ce qu'on appelle la résilience. On en reparlera un tout petit peu plus loin, mais sachez que cette petite dimension 1, donc juste à l'échelle d'une ligne d'atomes, va jouer sur des propriétés macroscopiques qui sont vraiment primordiales sur la tenue mécanique de vos matériaux. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une dislocation? Alors, vous l'avez ici à l'animation, hein, donc on voit que là, j'ai un plan atomique et j'ai un espace vide ici atomique. Et même plus exactement, j'ai un trou tout le long de la ligne d'atomes qui aurait dû être derrière. Alors, c'est ce qu'on verrait ici. Donc, je ne sais pas si vous le comprenez. Là, j'ai un plan plein et je vais avoir un cisaillement donc, qui va exister sur le cristal. Vous vous rappelez, on a dit que quand j'ai une force qui va s'exercer sur la matière, cette force va être répartie le long des plans de glissement et des lignes de glissement, et la matière va engendrer un cisaillement intrinsèque. Donc c'est ce qui se passe ici, je vais avoir un cisaillement interne, et je vais donc faire glisser mes atomes les uns sur les autres. Et je vois en réalité que j'ai une rupture de liaison et une recréation de liaison au fur et à mesure que ça avance. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une dislocation de type coin. Pourquoi? Parce que le déplacement se fait perpendiculairement à la dislocation. Alors, on va le voir en 3D, histoire d'être un tout petit peu plus clair. Donc, je vois ici que j'ai une ligne d'atomes, et là, j'ai bien une absence de ligne atomique. Donc, pourquoi on l'appelle dislocation coin? Tout simplement parce que là, j'ai bien une ligne de dislocation qui existe, et le déplacement va se faire dans ce sens-là, donc perpendiculairement à cette ligne d'atomes. Donc, entre la ligne qui est ici, qui est la ligne de dislocation, et son mouvement, j'ai bien formé un coin. Donc je regarde ici, je vois bien que la ligne d'atomes qui est là est en train d'avancer. Donc là, je suis en train de créer un mouvement de la droite vers la gauche. Donc, je vais peut-être le mettre en bleu à ce niveau-là, d'accord, histoire qu'on puisse le voir un petit peu plus proprement. Donc je vois que j'ai un glissement dans cette direction-là. Et ce glissement est bien dû à ma ligne d'atomes qui est en train de bouger, là, qui est derrière, et qui est en train de glisser sur les lignes d'atomes qui sont au-dessus. Donc si on regarde encore l'animation, on comprend bien que j'ai un espace vide au-dessus, et ma ligne d'atomes qui est ici est en train de casser la liaison, recréer la liaison, casser la liaison, recréer la liaison sur toute la ligne d'atomes qui est là. Donc en réalité, quand on parle de dislocation, il faut imaginer un mouvement de vague, par exemple. Imaginez que ça, ce soit une mer, la mer. On sait que la partie supérieure de la mer qui est ici va se mettre en mouvement par rapport à la partie inférieure de la mer qui est ici. Donc en gros, c'est comme si la vague qui est en haut est en train d'avancer sur la droite par rapport au groupement d'eau qui est dans la mer en dessous, et vous allez avoir votre vague comme ça qui va avancer au fur et à mesure. Et l'avancement d'une vague, c'est quoi? C'est tout simplement le glissement des molécules d'eau que j'aurai au-dessus sur les molécules d'eau qui sont en dessous, et j'ai bien une ligne d'eau qui avance, qui forme justement la vague. Et au niveau de l'échelle des cristaux, on a exactement la même chose. Je vais avoir des lignes atomiques qui vont créer des vagues, donc des mouvements, et qui vont casser, recréer de la liaison. Et donc naturellement, à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir ma matière qui s'est déformée de la marche qui va apparaître ici. Donc on va le voir ici. Voilà, on attend qu'elle se forme. Donc ici, je vais avoir un vide qui va se créer. Là, j'ai une marche de déformation qui va se mettre en place. Et j'ai bien donc déformé la matière dans cette marche qui est ici. Donc on le voit là. Si je le reprends à ce niveau-là, la matière au départ, elle était ici. Et maintenant, elle va se retrouver où? Elle va se retrouver à cet endroit-là, dès qu'elle va vouloir venir se déplacer. Voilà. Donc, j'ai une marche ici qui va se créer donc dans cet espace vide qui est là, et donc la matière va venir se déplacer dans le cadre qui est juste en dessous.
Voilà, donc cette dislocation m'engendre un déplacement global de l'ensemble des atomes qui est ici, et ce déplacement me crée donc une marche à l'échelle atomique, et c'est ça qu'on appelle la plasticité, puisque vous avez bien déformé votre réseau, puisque vous avez créé une marche permanente à cet endroit-là. Donc ça, c'était la dislocation coin. Je vous rappelle que la dislocation s'appelle coin parce que si je prends la dislocation, le mouvement de la dislocation, lui, est perpendiculaire. D'accord? Donc je me déplace comme ça, dans cette direction, hein, c'est ce qu'on voit au niveau du mouvement. J'ai donc une perpendicularité à ce niveau-là. Donc ça, c'est la dislocation de type coin. Donc il y a un autre type de dislocation, ce qu'on appelle la dislocation vis, cette fois-ci. Donc là, si je le regarde sur ce schéma, je vais avoir ma dislocation qui se situe à cet endroit-là, et le mouvement de la dislocation suit la direction de la ligne dislocatoire. En gros, je suis collinéaire à la ligne qui est en train de se disloquer. Je vais donc avoir toujours une marche qui va se créer, hein, donc on la voit ici, hein, j'ai le déplacement d'une marche à ce niveau-là, mais elle va se créer au fur et à mesure, comme ça, c'est-à-dire que je vais avancer, donc je vais avancer comme ça, je vais avancer comme ça, je vais avancer comme ça, et je vais donc déformer la matière au fur et à mesure, et ma marche va continuer à exister dans un mouvement de cisaillement collinéaire à la ligne qui est en train de se disloquer. Donc en gros, la dislocation vis est un déplacement collinéaire à la dislocation. Donc on va le voir sous forme d'animation par la suite. Donc on voit que j'ai une marche ici, hein, donc si je fais le tour de la marche par rapport à la ligne de dislocation, je vois que j'ai bien une distance atomique qui s'est créée là, donc une marche. Donc là, si on le regarde de façon animée, j'ai un glissement qui va me créer une marche atomique ici, parce que la ligne de dislocation est en train de se déplacer de façon collinéaire. Donc, on a deux types de dislocation qui peuvent exister dans notre définition là, la dislocation coin, la dislocation vis, et en réalité, on a encore un troisième type de dislocation qui va exister, qui est un mixage de ces deux types de dislocation, et on va dire que ce mixage va créer une dislocation de type mixte. Alors la dislocation mixte, ça va être quoi? On le voit ici, hein, là j'ai une ligne, donc je vais reprendre, allez, je vais dessiner en rouge, histoire qu'on la voit bien. Je vais avoir une ligne dislocatoire qui existe au niveau de la matière ici, donc je le vois, hein, j'ai une ligne dislocatoire. Cette dislocation va bouger dans cette direction sous la sollicitation de la force qui est notée ici en noir, donc je vais avoir un mouvement dans ce sens-là. J'ai bien une dislocation coin. Oui, mais si à côté j'ai une autre dislocation qui va être ici au sein de la matière et qui va se déplacer dans cette direction, je vois bien que la ligne dislocatoire qui est à l'intérieur ici, donc je la dessine, j'essaie de ne pas la mettre plus loin que la flèche, mais donc elle est collinéaire à la flèche, va venir créer une dislocation de type vis. J'ai donc une dislocation coin avec une dislocation vis qui vont se mettre en mouvement. Et bien en réalité, je vais créer une vague atomique, donc ici qui va être arrondie, et je vais donc créer ce qu'on appelle la dislocation mixte, et qui va donc me créer un mouvement d'atomes sous forme d'une vague arrondie. Alors on va l'animer hein, pour que vous puissiez le voir. J'ai donc une dislocation coin qui se déplace dans une certaine direction et une dislocation vis qui va se déplacer dans une autre direction. Et cette mixité, ce mélange de dislocation va bien me créer encore une fois une marche, hein, comme tout à l'heure, mais avec un mouvement très particulier de déchirure interne, de mouvement de glissement interne, qui est en fin de compte un mélange de deux types de dislocation. Donc j'ai une vague interne qui va apparaître et me créer encore une marche atomique. Voilà, donc gardez juste dans votre tête que la dislocation, c'est un glissement, un cisaillement interne de la matière qui va suivre en fin de compte des lignes d'atomes. Cette ligne d'atomes est soit en mouvement perpendiculaire, soit en mouvement collinaire, soit un mixte des deux, donc sous forme plutôt arrondie, sous forme d'une vague arrondie au niveau du glissement. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler une boucle dislocatoire, hein, donc sous forme d'une boucle ici. Alors, on a parlé des dimensions 0, à l'échelle de l'atome, d'une dimension 1, donc le mouvement dislocatoire qui me permet justement la plasticité du cristal. Et maintenant, on va passer à la dimension 2, c'est-à-dire à la dimension d'une surface atomique. Alors, il y a deux types de défauts de dimension 2, je parlais du premier, donc qu'on appelle le joint de grain. Alors, si ça, c'est à l'échelle d'une ligne d'atome, on comprend que c'est
bah, ça peut être assez long, hein, mais c'est quand même plusieurs nanomètres qui vont se mettre les uns après les autres. Là, ce n'est que de l'échelle du nano ou du groupement de quelques nanos. Et là, bah, je vais avoir des nanomètres carrés, et en général, même un joint de grain peut monter jusqu'à 1 micromètre carré et 1 centimètre carré. Donc en gros, j'ai des dimensions linéaires de l'ordre du micron ou du centimètre, très génériquement pour ce qu'on appelle le grain. Alors ce qu'on appelle le grain ici, ce que j'entends par grain, alors je vais vous le noter histoire qu'on parle de la même chose, un grain, ça va être équivalent à ce que j'ai appelé le cristal préalablement. Donc un cristal, on avait dit que c'était la brique du mur, hein, vous vous rappelez, on avait dit la brique qui forme le mur. Donc on va dire que le grain, c'est ma brique. Donc un cristal, c'est une brique, et ce que j'appellerai donc le grain, c'est ce que j'ai appelé la brique élémentaire ou la pierre qui va former mon mur. Bon, alors comme tous les autres défauts, naturellement, préalablement, les joints de grain vont jouer complètement sur les propriétés mécaniques et notamment la ductilité. Bien sûr d'autres propriétés physiques également, mais ici on parle de mécanique à notre niveau. Donc qu'est-ce que c'est qu'un joint de grain? Hop, voilà. Alors ici vous avez la coupe microstructurale d'un matériau. Donc vous vous rappelez, on va prendre notre mur. Donc ça ressemble typiquement à ce que vous verriez sur un mur d'enceinte, hein, un mur de maison ou un mur que vous auriez autour d'un jardin par exemple. Donc si je regarde la coupe de ce type de mur, je verrai bien mes pierres, mes briques qui sont ici, et entre mes différentes pierres ou entre mes différentes briques, bah, j'aurai des espaces plus ou moins vides naturellement entre les deux. Alors vous savez, quand on fait un mur, on va venir mettre à l'intérieur un joint, donc une jointure qui va nous permettre de tenir les briques entre elles. Et bien là, typiquement, c'est ce qu'on va appeler l'interface entre les différentes briques ou entre les différentes pierres qui est ici. C'est ce qu'on va appeler un joint. Et comme ça, on a dit que c'est un cristal et qu'on l'appelait grain, ça sera bien un joint de grain. Donc, à l'intérieur d'un grain, j'ai bien un cristal. Donc ici, j'ai un empilement atomique donné. Je vous rappelle que dans un mur, je vais répartir de façon aléatoire mes différents cristaux. Donc, je vais répartir mes grains de façon aléatoire. J'ai donc des empilements qui ne sont pas fatalement dans la même direction. Et si je regarde ici le pourtour de ce grain, en coupe, attention, je vais appeler ceci le joint de grain. Oui, mais en réalité, ce joint de grain, c'est bien une surface, parce que là, c'est une coupe, faites attention. Mais en réalité, si je regarde en profondeur, je vais avoir une surface qui entoure ma brique ou qui entoure mon grain. Je dirais donc que le joint de grain est bien une surface, car c'est la surface qui délimite une brique d'une autre brique. En gros, gardez dans la tête que quand on parle de joint de grain, on est en train de parler de l'enveloppe des cristaux. Donc en gros, l'enveloppe des grains. Donc quand on parle d'enveloppe, notamment donc d'une structure 3D, c'est bien une surface qu'on est en train de décrire. Donc le joint de grain est bien l'enveloppe en 2 dimensions des cristaux, donc des grains qui forment la matière. Alors, au niveau des joints de grains, donc si je zoome entre mes grains, hein, donc c'est-à-dire qu'ici, si je fais un zoom dans la partie qui est ici, qu'est-ce que je vais voir? Bah, j'ai ici un premier grain, donc là on peut imaginer que là par exemple, bah, j'ai un grain qui est à cet endroit-là, et en dessous j'ai un autre grain qui est venu se positionner contre le premier, à ce niveau-là, donc je vais le mettre ici, et je me rends compte en réalité que quand je prends ces deux grains, bah, il y a un espace entre les deux qui n'est pas fatalement plein. Bah, c'est un peu normal, hein, quand vous allez positionner des briques les unes sur les autres ou des pierres les unes sur les autres, bah, les états de surface ne sont pas parfaits. Alors une brique, ça pourrait être, on va dire, sous forme d'un rectangle comme ça, mais si on zoomait sur la brique, bah, vous auriez un défaut de surface qui fait que ce n'est absolument jamais droit, parfaitement rectiligne, ça c'est faux. Pour une pierre, ça serait encore pire, naturellement, on n'aurait pas une section parfaitement rectiligne comme celle-ci. Donc qu'est-ce qui va se passer? Entre les grains, j'ai des espaces vides qui existent, j'ai donc des manques de lignes atomiques. Or, qu'est-ce qu'on a dit? Des lignes d'atomes que je représente ici et des manques de lignes atomiques sont capables de me créer des dislocations. Ça veut dire que l'espace des joints de grains sont typiquement des bords libres où on aura énormément de dislocations présentes. Donc, un joint de grain, c'est une surface. Ces surfaces sont les bordures, les enveloppes des grains, et entre ces bordures, j'ai des espaces vides, j'ai donc une concentration dislocatoire entre ces espaces vides. Alors naturellement, on comprend que les dislocations ont un rôle sur les propriétés mécaniques, donc les enveloppes qui vont être une concentration
de dislocation vont avoir naturellement un rôle à jouer dans les propriétés mécaniques. Donc, de temps en temps, qu'est-ce qui peut se passer? Vous vous rappelez, on a dit qu'on va avoir des empilements atomiques au niveau des grains. Donc là, je vais avoir un grain à gauche, donc un cristal à gauche avec une certaine orientation. Donc là, je suis en train de faire un zoom de la partie qui est ici. Donc je prends ces deux grains qui sont ici, je fais un zoom. Et si je zoome dedans, je vois que là, j'ai un empilement atomique, là, j'ai un autre empilement atomique. Et bien, de temps en temps, je vois que j'ai des atomes en commun. Et donc ces atomes en commun vont me permettre une certaine stabilité, je vais dire entre guillemets, de liaison entre ce grain et ce grain-là, ce qui fait que votre structure va parfaitement tenir, mais va concentrer des espaces vides et donc des lignes d'espaces vides et des lignes d'atomes pleins. Et les différences entre lignes d'atomes pleins et lignes d'atomes vides me fait bien une ségrégation de dislocation. Et dans la partie vide qui est ici, je peux venir faire une ségrégation d'impuretés et donc créer des blocages particuliers entre mes grains. Et ces blocages vont engendrer un risque de fragilité. Donc, vous voyez que au fur et à mesure que je suis en train de parler, il y a différents types de défauts et tous ces défauts impliquent des modifications des propriétés mécaniques. Alors ça va être vrai aussi pour les défauts de dimension 3, donc volumique. Donc gardez dans vos têtes que n'importe quel défaut dans le cristal, peu importe l'échelle à laquelle je le regarde, dimension 0, 1, 2 ou 3, va engendrer obligatoirement des modifications sur les propriétés mécaniques. Le deuxième type de défaut de dimension 2, c'est ce qu'on appelle la macle. Donc on va avoir des maclages au niveau des grains. Et cette macle va exister au sein des grains. En réalité, on va avoir une discontinuité à l'intérieur des grains. Donc faites attention. Le joint de grain, c'est extérieur au grain. Alors je vais dire plutôt extérieur dans le sens où c'est l'enveloppe des grains, donc on va dire que c'est extérieur au grain, alors que la macle, c'est plutôt un défaut intérieur au grain. Donc si on veut ne pas faire de bêtises, distinguez bien les deux. Aussi bien ceci c'est une enveloppe, donc je comprends que c'est l'extérieur du grain. Par contre ça va être une discontinuité interne, donc je suis à l'intérieur du grain. Ne confondez pas les deux types de défauts qui sont là. Donc on va essayer d'expliquer ce que c'est que cette macle, donc ce défaut intérieur. En réalité, vous vous rappelez, on avait dit que je devais avoir une architecture où je vais empiler mes atomes dans des directions particulières, donc j'aurai des choses qui sont parfaitement propres comme ça, voilà, je vais choisir une direction, je vais continuer à m'empiler dans cette direction, et je vais donc avoir des empilements qui vont se faire dans des directions par exemple horizontales et verticales de ce type-là, et je vais donc avoir quelque chose qui va continuer, qui va s'empiler parfaitement, et je serai parfaitement symétrique, et ça je le ferai dans toutes les deux directions qui sont là, et de façon parfaite, et je rajouterai bien sûr la profondeur à ce niveau-là. La macle, c'est un petit peu particulier, c'est qu'au bout d'un certain temps, donc quand vous allez empiler votre matière les unes sur les autres, je vais avoir une espèce de réaction miroir qui va se mettre en place, c'est-à-dire que au lieu de continuer à empiler dans cette direction, donc imaginons que je sois en train d'empiler comme ça, et à un moment donné, dans la direction qui est ici, je vais choisir de partir dans ce sens-là d'un seul coup, c'est-à-dire que je vais dévier mon empilement, et je vais à ce moment-là, hop, pardon, je vais le reprendre ici, je vais complètement changer de direction et je vais m'empiler différemment et je vais avoir un empilement qui va changer au sein de mon cristal. Je vais donc avoir une avancée et d'un seul coup mes atomes vont choisir de changer de direction d'empilement. Alors je vais le dessiner différemment histoire que ce soit un peu plus propre. Donc là on le voit en lumière polarisée par exemple. On voit ici l'espèce d'empilement atomique qui existe à ce niveau-là, et là j'ai une rupture de cet empilement dans une direction complètement différente, et je vais donc avoir dans le grain qui est ici une désorientation interne, donc là vous avez des enveloppes qui peuvent exister, mais je vais avoir des distinctions d'orientation au sein de mon matériau de type cristal, donc la brique initiale. Donc si je le regarde en interne, c'est-à-dire que si je fais un zoom sur la macle qui pourrait être là, je vois que j'ai un empilement atomique dans un certain sens, d'accord, et je vais avoir une désorientation symétrique ici, donc j'ai une ligne qui va être là, donc si je prends la ligne qui est ici, à ce niveau-là, là j'ai un plan qui va me dissocier la partie gauche de la partie droite, et le plan qui va être ici, c'est ce qu'on appelle la macle. Donc, gardez bien dans votre tête que la macle est un défaut intérieur au grain, et certainement pas extérieur, comme l'enveloppe qu'on avait appelée le joint de grain.
Eh bien, ce maclage, vous le connaissez, c'est ce qu'on trouve de façon naturelle sur les minéraux que l'on a dans les roches, donc les cristaux naturels que l'on va retrouver dans la nature. Donc je vais vous en donner quelques petits exemples ici, hein. Par exemple, vous avez la fluorine, et vous voyez qu'on a une espèce de facettage qui existe ici. Donc là, on a un cristal, en fin de compte, et ce cristal va créer des désorientations internes. Et ces désorientations, on le voit bien ici également, c'est un maclage. Donc vous avez ici un empilement atomique, et boum, vous changez de direction à ce niveau-là. Donc les cristaux naturels que l'on peut retrouver de type minéral, donc les différents minéraux que vous allez retrouver dans les roches, typiquement présentent comme ça des maclages internes. Le dernier défaut est donc de dimension 3, donc on a bien sûr les dimensions 1, 0 dont on a parlé préalablement et les deux dimensions 2 dont on vient de parler. Et le dernier défaut, donc, qui est un défaut volumique, hein, ça je le rappelle, ici de dimension 3, est un défaut interne au grain. Alors je vais le noter de nouveau ici, on est bien sur un défaut interne, d'accord, au grain. Donc c'est au sein du grain qu'on va avoir ce genre de défaut, et c'est donc un défaut volumique mais interne au grain, donc interne au cristal. Alors on distingue des défauts de type précipité, alors c'est une phase à part entière, c'est-à-dire une structure cristalline au sein de la matière, de ce qu'on appelle l'inclusion, qui est une impureté différente de ce qu'on pourrait appeler une phase. Alors ça j'en parlerai plutôt au S2 quand on parlera du diagramme de phase. Donc ces défauts de dimension 3, donc interne au grain, ces défauts volumiques, vont complètement jouer sur les propriétés mécaniques, naturellement, comme tous les autres défauts. Et ces défauts de dimension 3, on peut parfaitement les travailler en fonction des traitements thermiques, même thermochimiques, que l'on pourrait mettre en œuvre sur la matière. En gros, ce que je suis en train de vouloir dire, c'est quoi? C'est que les défauts qui sont ici, qui sont des très très gros défauts, hein, donc c'est quand même à l'échelle du volume, c'est des défauts qui peuvent apparaître ou disparaître en fonction des traitements thermiques que l'on va mettre en œuvre. Donc ça aussi, on en reparlera un peu plus au semestre 2, quand on essaiera de regarder comment on est capable de faire évoluer les propriétés de la matière par des traitements, notamment de type thermique. Alors ça peut jouer bien sûr sur d'autres propriétés physico-chimiques, notamment les propriétés magnétiques, mais ça sort du cadre du GMP à notre niveau. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un précipité ou un défaut de dimension 3? Là, par exemple, donc je parlerai que des précipités, on a dit que ça serait un défaut au sein du cristal. Donc, si je prends un cristal donné, j'ai un empilement d'atomes, donc on voit ici des lignes atomiques qui se sont empilées, donc en gros, j'aurai des atomes dont le centre est représenté en noir ici, et je vais être capable de créer au sein de ces atomes, que je dirais noirs, un empilement d'autres types d'atomes qui seraient blancs ici, et qui est un empilement qui peut être soit proche de l'empilement initial, c'est-à-dire on voit que là j'avais un empilement horizontal et vertical avec un demi-pas de décalage, là j'ai la même chose, simplement que j'ai pas fatalement la même taille atomique, donc je vais avoir une forte distorsion du réseau noir par rapport au réseau blanc qui est ici. Donc ça c'est ce qu'on appelle un précipité cohérent, c'est-à-dire que je vais avoir une structure interne au grain, donc tout ça c'est le grain, qui va être à peu près proche de l'empilement originel de la structure pure. Ça, c'est ce qu'on appelle donc un empilement cohérent, donc un précipité cohérent. Si je m'éloigne un tout petit peu plus de l'empilement initial, je dirais que je suis semi-cohérent. Et si j'ai un empilement qui est complètement différent de l'empilement originel, je dirais que j'ai une structure précipitée incohérente par rapport au réseau principal. Alors, je vais essayer de l'expliquer différemment. Imaginons que cet empilement, ce soit une toile d'araignée, c'est-à-dire que ça, j'aurai un réseau principal qui est une toile d'araignée donnée, donc vous avez une araignée qui va se positionner sur cette toile-là, vous avez une autre araignée qui va arriver, qui va décider de tisser sa propre toile. Je comprends que si l'araignée qui est ici a créé une toile à sa façon, et que l'autre araignée qui est ici, qui a tissé une toile sur la toile de l'araignée ou à l'intérieur de la toile de l'araignée qui est ici, qui suit à peu près le même réseau, si jamais j'ai une mouche qui vient se coller sur ma toile, la mouche va venir se positionner sur la toile qui est là, je vais avoir une onde vibratoire qui va se mettre en place, et imaginons que j'ai une araignée qui est ici en attente de sentir une mouche, donc je vais représenter la mouche à ce niveau-là, je vais avoir ici une petite mouche qui va être ici, voilà, et l'onde qui va se mettre en place à ce niveau-là, donc je vais avoir une onde qui va se mettre en mouvement jusqu'ici, si l'araignée qui a tissé sa toile ici a créé un réseau au niveau des fils de la toile qui est à peu près cohérent avec la toile principale, l'onde va pouvoir traverser sans trop de problème la toile d'araignée qui est ici et arriver jusqu'à l'araignée qui est ici. Donc en gros, si jamais vous avez l'araignée qui est en haut
qui sent la vibration arriver, bah, va peut-être pouvoir venir aller récupérer la mouche qui vient de se coller là, à moins que l'araignée qui était ici, bien sûr, a été plus rapide et vient choper la mouche qui est ici. En gros, ça veut dire que la vibration, le glissement atomique va pouvoir se mettre en place et va pouvoir traverser la toile qui est ici. Donc quand le précipité est cohérent, bah, le mouvement atomique va quand même essayer de se mettre en œuvre. Alors, si je prends le cas extrême qui est ici, donc je repositionne mon araignée par exemple là, ma deuxième araignée ici, voilà, donc là elle a tissé une toile qui est complètement différente de la toile de l'araignée qui était ici, et ma petite mouche va venir se coller ici sur ma toile d'araignée principale ici, et l'onde va vouloir se répartir en premier sur la toile d'araignée, donc du réseau principal. Oui, mais la toile qui est ici va récupérer l'onde et va la transformer en interne et, entre guillemets, va empêcher l'onde de passer dans le réseau principal. Conclusion, l'araignée qui est ici ne va pas sentir la mouche qui est là, et c'est l'araignée qui est ici qui va venir manger la mouche. Si je le dis différemment, d'un point de vue atomique, les atomes vont vouloir se déplacer, mais vont se retrouver bloqués par un réseau qui est complètement incohérent, puisque je ne peux plus glisser sur les atomes qui sont ici, puisqu'ils ne sont pas dans la bonne direction. Donc le glissement va être bloqué par le réseau qui est là. Une autre façon de le voir, c'est quoi? Le réseau qui est là, c'est une mer, d'accord? Tout ça serait une mer dans laquelle vous aurez positionné à l'intérieur, excusez-moi, je vais la recréer un tout petit peu plus proprement, une île. Donc là, je vais créer une île au sein de ma mer, et je me rends compte bien sûr que si j'ai une vague d'atomes qui se déplace là, donc je vais venir me déplacer dans ce sens-là, l'île qui est ici va bloquer la vague, et la vague va venir mourir sur la plage de l'île qui est ici, et va donc bloquer le glissement, la dislocation atomique. Donc ça veut dire quoi? Plus vous allez avoir un précipité, donc un cristal au sein du cristal qui va être incohérent, c'est-à-dire dans une direction complètement différente de l'empilement initial, bah vous allez bloquer complètement le glissement. Et je vous rappelle que quand vous bloquez un glissement, vous empêchez la ductilité, vous augmentez la fragilité. Donc en gros, si je le prends comme ça, de ce type de précipité cohérent à ce type de précipité incohérent, je vais augmenter la fragilité du système. Pourquoi? Car on va en gros empêcher le glissement dislocatoire. Voilà. Donc ces précipités, je dirais, c'est le pire du pire en termes de blocage mécanique. Bah, quelque part, tant mieux, dans le sens où bah, si je ne veux surtout pas avoir des métaux qui sont de type ductile, c'est-à-dire déformables, j'ai intérêt à les durcir. Or, le durcissement va entraîner la non-mobilité dislocatoire, donc va plutôt faire tendre votre matériau vers un comportement de type fragile. Un exemple très très simple, si vous voulez percer la matière avec des outils, des mèches, des tarots ou autres, bah vous allez devoir utiliser des outils qui sont très très durs et qui vont pouvoir copoter, donc enlever la matière lors de l'usinage. Et bien naturellement, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre des métaux et on va mettre au sein des grains cristallins de ces métaux des bloqueurs qui sont complètement incohérents, qui vont empêcher la matière de se mettre en mouvement, donc empêcher la dislocation et rendre le matériau très très dur. Or le risque c'est quoi? Et ça vous le savez très bien, si jamais vous mettez un coup trop violent sur une mèche, un tarot ou une fraise, et ben l'outil va complètement casser parce qu'il est devenu fragile.